je vais t'accompagner pas à pas pour lancer tes premiers backtests sur la plateforme QuantConnect. QuantConnect, c'est un site web directement, donc pas besoin d'installer Python, d'installer des librairies, tout est déjà intégré sur la plateforme. La plateforme propose une structure avec des fonctions préparées qui permettent de faire des backtests rapides et également de faire la visualisation des résultats. Là où c'est intéressant, c'est que la plateforme propose également un déploiement en live, c'est-à-dire que si tu as une stratégie qui montre une performance, il est directement possible de la connecter à un courtier et c'est de très bons courtiers comme par exemple Interactive Broker ou TradeStation. On a aussi pour les cryptos Binance. À ce moment-là, l'algo va tourner sur le serveur de QuantConnect. Ensuite, on peut le voir ici, on a plusieurs possibilités. Donc QuantConnect met en avant les recherches en utilisant par exemple le machine learning. On a également backtesting, ce qui nous intéresse aujourd'hui, avec affichage de tout ce qui est nécessaire, l'equity curve, les différents ratios, le drawdown, etc. Et on a une IA assistance qui va certainement pouvoir soit vous résumer la stratégie, comme on peut le voir ici, soit peut-être modifier du code. Puis l'optimisation qui va aussi être utile pour un backtesting, optimisation de stratégie, avec notamment, on le voit, le heatmap et d'autres possibilités. Et on a live trading qui permet de déployer la stratégie. On peut le voir ici, comme je vous ai parlé, c'est eux qui gèrent ça. Donc on a 10 gigas de fibres Internet, ce qui est totalement suffisant pour la plupart des algorithmes. Et on a aussi des données, par exemple les données CME, qui sont les meilleures données de marché. Ensuite, on a la possibilité de faire du multi-asset, donc lancer plusieurs actifs sur un backtest par exemple, mais également en live. On peut trader plusieurs actifs en même temps. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le moteur, le code, l'algorithme central est open source. Donc il est possible d'obtenir le code pour nous-mêmes le modifier. Je le précise, pour faire des backtests, c'est gratuit. Et on a également une énorme communauté, 443 000 quants. Et ça, moi j'ai déjà vu passer par exemple des compétitions entre écoles de finance. Donc on voit l'equity curve comme ça évoluer entre toutes les écoles. Voilà, donc on peut voir ici Quant League, c'est la compétition et avec toutes les stratégies des universités. Donc on a plusieurs universités, celles de Hong Kong, San Diego, etc. Et on peut voir le résultat ici, en cours. Là, on voit que ça fait pas très longtemps qu'ils se sont lancés. Ça a commencé début octobre, donc il n'y a pas encore eu d'université qui s'est vraiment démarquée. Voilà, donc premièrement, la première chose à faire, c'est de créer son compte, donc c'est très simple. Et on a la possibilité d'avoir un compte. Ça, c'est mon compte, donc on voit que j'ai quand même lancé 1092 backtests. On a aussi la possibilité d'avoir Python et C Sharp. Alors C Sharp, c'est un langage qui est beaucoup plus typé. Donc quand je dis typé, c'est-à-dire que pour chaque variable, par exemple, il faut mettre un type. Par exemple, si c'est un integer, un string ou peu importe. Là, pour le coup, ça va être un langage beaucoup plus verbeux, mais qui est utilisé pas mal par les algos pour éviter des erreurs ou des fuites de données. Moi, je préfère totalement Python. Python, on est vraiment à jour, notamment là sur l'IA, sur le machine learning, mais aussi comme on le voit sur les plateformes. C'est l'atout d'un langage populaire. On a la possibilité de mettre voilà, dark mode, donc ça va pas trop nous intéresser, et aussi de faire du 2FA, donc très important si on a des algos confidentiels. Voilà, donc ensuite on va aller voir le profil. Comme je vous ai expliqué, c'est très communautaire, donc il y a ce petit profil là que vous allez pouvoir obtenir avec ce graphique. On voit que moi j'ai quasiment fait que du backtest. Et on a aussi la possibilité d'avoir un plan supérieur. On peut voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on a en free plan, on a déjà la possibilité de faire beaucoup de choses. Par exemple, on voit qu'on n'a pas la possibilité d'utiliser les secondes pour nos backtests. C'est pas très grave, en une minute c'est déjà très bien. Il faut passer au plan researcher. Et là, c'est le plus important, c'est qu'on n'a pas la possibilité de lancer en live. C'est pas grave pour l'instant, l'objectif c'est de faire des backtests. Après, on voit que sur un format donc 60 € par mois, ce qui est pas non plus énorme, on peut lancer en live. Voilà, donc on voit que c'est quand même en soi gratuit. Il y a quelques notions de puissance qui peuvent être parfois gênantes si vous lancez des backtests très longs, très compliqués. Mais si vous optimisez le code, il n'y a pas de souci. Je précise que ce n'est pas une collaboration. Donc ensuite, on va aller dans Lab, juste ici, et on va pouvoir créer notre projet. Pour créer un projet, vous faites New Algorithm, et on a plusieurs choix. On a des exemples
de stratégies qui sont déjà possibles. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de partir de rien. Vous allez voir qu'on ne va pas partir de rien non plus. Et là, ça va créer directement l'environnement de travail. On n'a rien fait, on n'a rien installé, pas besoin, on va directement avoir l'environnement et également la structure. On a une fenêtre à gauche concernant le projet, donc on va juste modifier le nom du projet. Exemple algo. Donc ensuite, on va tout simplement la fermer ici. Et à droite, on a tout ce qui va être les fichiers, les dossiers, etc. Donc ça aussi, on ne va pas s'en servir. On va la mettre à droite, comme ça. Et en dessous, on a une fenêtre, ce qui va être le terminal. Ensuite, on a une classe, donc une classe qui représente votre stratégie. Et on a une fonction initialize qui va être lancée au début du backtest. Donc dès que vous le lancez, on va voir juste après. Et on a ensuite une fonction onData qui va être exécutée sur toutes les barres, donc sur toutes les bougies. Dans initialize, on voit qu'il y a self, set, start, date, donc le début du backtest. On voit 2024 05 30. Et on peut également définir la fin du backtest. On va mettre par exemple 2024 et on va mettre le 8, 10. Voilà, donc on a ciblé une période historique pour notre backtest. Maintenant, on va voir ce paramètre setCash. SetCash, c'est le capital initial. Là, on a 100 000 $. Ensuite, on a Add Equity qui va nous permettre de charger un actif. Donc en fait, c'est comme si on récupérait les données d'un graphique. Là, on a le S&P 500 avec une résolution minute. Ça fait comme si on récupérait les données d'un graphique du S&P 500 avec des bougies chandelières en 1 minute. On peut voir qu'on a donc 3 actifs, un du S&P 500, un des bons obligataires américains et ensuite Apple. Maintenant, dans la fonction data, on a une première ligne qui est une condition. Est-ce que le portefeuille est investi? Donc on appelle le portefeuille de notre algorithme et on va regarder s'il est investi. Si il n'est pas investi, alors lance un trade sur le S&P 500, les bons obligataires et Apple et on va initier 33% de notre portefeuille. Donc là en gros on va initier la totalité de notre portefeuille sur ces 3 actifs. On peut lancer, donc pour lancer on a un bouton en haut à droite, Backtest Project. Et à ce moment-là, ça charge. Alors ça peut mettre beaucoup de temps si vous exécutez des backtests très longs, mais généralement ça prend moins de 30 secondes. On va avoir plein d'informations ici. Premièrement, on va avoir la courbe d'equity. C'est quoi? C'est la courbe de performance de notre stratégie. Donc en fait, on voit qu'on a commencé à 100 000 $ et on voit que le graphique monte, donc on a fait une performance. On finit à 105 000. Juste ici, on a 106 000 $. C'est du coup le capital initial plus les bénéfices. On a également des frais, donc on voit qu'on a 4 $ de frais. On a le return en pourcentage. On peut voir ici le volume initié pour chaque actif. Et également le drawdown. Et d'autres informations comme ici, on a le nombre d'ordres, 3. Pourquoi 3? Parce qu'en fait, dans la stratégie, on initie un seul achat pour chaque actif au début. Et on n'a ensuite pas de stop loss et on n'a pas de sortie. Donc les trades vont démarrer au début et continuer jusqu'à la fin. On a plein d'autres informations comme sortie no ratio. Et aussi, on a le Sharpe ratio et en fait plein d'autres choses. Là, on va voir plus de détails sur les périodes. Par exemple, on met le Sortino ratio et on voit qu'on a les périodes. Voilà, donc vous avez quand même beaucoup de choses. Et en fait, vous allez pouvoir en rajouter. On a la possibilité aussi de zoomer. Ça va permettre de zoomer toutes les statistiques en même temps. C'est super bien. Et on va également pouvoir, par exemple, déplacer les tableaux, les réduire. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour faire notre propre tableau de bord. Là, je vais le mettre ici. Hop. Hop. Voilà. Ça marche très très bien. Et du coup, on repart sur notre stratégie. Alors, première chose à faire, on va enlever ça. On va seulement garder le S&P. Et voilà, juste comme ça, on supprime ça également. Maintenant, on va pas laisser en minutes, mais on va mettre plutôt en daily. Et ensuite,
Première chose à faire, on va mettre les données de marché dans une variable. Ce qui va nous permettre d'appeler facilement cette variable. C'est beaucoup plus rapide. S&P, comme ça. Le self va nous permettre d'appeler cette variable partout dans le code. Et du coup, on a self.snp, et à la place du nom en dur comme ça, snp, on va pouvoir mettre self.snp.symbole. Le symbole, c'est ça en fait. On va récupérer ça. Maintenant, on va créer une stratégie avec une moyenne mobile. Pour ce faire, il faut charger également les données de la moyenne mobile. Donc quand on va initialiser le graphique, ça va calculer la moyenne mobile et on va la récupérer dans une variable. Et donc pour la moyenne mobile, on écrit self SMA, on met le nom de l'actif sur lequel on va faire la moyenne mobile, point symbole, et ensuite la période de la moyenne mobile. Donc là, moyenne mobile 20. On va créer une stratégie simple. Si le prix passe au-dessus de la moyenne mobile 20, on achète. Si le prix passe en dessous de la moyenne mobile, on va vendre. Donc pour ce faire, il faut créer une condition. Si self.snp.price, donc on récupère le prix de l'actif. Si il est supérieur à self.sma.current.price, alors à ce moment-là, on va acheter. Et ensuite, si le portefeuille est investi, ça ne sert à rien d'essayer de sortir d'une position alors qu'il n'y a pas de position. Il faut bien que le portefeuille soit investi. Si le portefeuille est investi, alors si le prix de l'actif, donc le prix du S&P 500, est inférieur à self.sma.current.price, alors à ce moment-là, on va faire self.liquidate, qui va permettre de liquider, et on va liquider le S&P 500, on met le symbole, et ensuite, ça, il n'y a pas besoin de mettre, donc juste le symbole, ça suffit. Et maintenant, on ferme ça et on va relancer. À ce moment-là, on voit donc une performance de 4,72%. Là, on n'a que le S&P 500. On peut voir que le drawdown a pas mal évolué et on peut surtout voir qu'il y a eu 23 ordres. Et on va ouvrir juste ici, dans Order, des informations sur les ordres. On peut voir que début d'ordre, à 16h le 31/05/2024, et cet ordre donc, a bien été exécuté, filed, a été exécuté à 519$. Et ensuite, on a une autre ligne, juste après, à 16h le 19 juillet 2024, et on voit liquidate, donc c'est une sortie de position. Et on peut voir tous les trades qu'il y a eu. Donc maintenant, l'objectif, ça va être d'afficher un graphique. Parce qu'ici, vous voyez, il n'y a pas le prix du S&P 500, et il n'y a pas non plus des informations visuelles de la moyenne mobile, et même des entrées et sorties de position. C'est très difficile pour quelqu'un qui débute de comprendre qu'est-ce qui s'est passé quand on ouvre comme ça le backtest. Donc ça, on va le faire. Premièrement, il faut créer un graphique. Créer un graphique. Pour créer un graphique, on va mettre chart, et on va faire donc, en majuscule cette fois-ci chart, et on va donner un nom à notre graphique. Donc, on va mettre S&P. Ensuite, sur ce graphique, il faut lui envoyer ce qu'on appelle des séries. Donc c'est des listes en fait, avec toutes les données, que ce soit le prix, le temps, etc. Donc, on va mettre comme ça, créer les séries. Donc on va premièrement ajouter une série pour récupérer le prix. Déjà, c'est la première chose à faire. Pour ce faire, on va donc appeler le graphique et on va ajouter une série. Vous voyez, c'est déjà proposé. Il faut un type de série. Là, on a plusieurs choix. On a pour faire par exemple,
des graphiques linéaires, des graphiques en barre, ou également des graphiques, nous ce qui nous intéresse, en chandelier, donc en bougie de trading. Et pour ça, on va faire candlestick series. Voilà. Et de quoi de notre symbole du S&P. Donc self S&P point symbole. Alors là, il y a une erreur. Ils nous disent l'argument type doit être symbole avec donc une majuscule. On va mettre une majuscule. Hop. Et pour finir, on va ensuite ajouter add chart. On va ajouter simplement le graphique pour qu'il soit affiché. Maintenant, on relance. Et ici, on peut voir à droite, il y a le S&P. On l'affiche et comme on le voit, il n'y a pas de données. Pourquoi? Parce qu'on a préparé donc le graphique, ici. On a préparé un peu le conteneur de comment devaient être les données à envoyer au graphique, mais on n'a pas ajouté de données à l'intérieur. Donc on va faire ça tout de suite. Pour ajouter des données au graphique, il faut le faire non pas à l'initialisation, mais plutôt à chaque barre, donc dans la fonction onData. Donc on va faire comme ça, et déjà on va créer une condition pour s'assurer qu'il y a bien des données à l'intérieur. Donc on appelle le symbole du S&P, et on va regarder s'il y a des données en barre à l'intérieur. Si c'est le cas, alors à ce moment-là, on peut envoyer des données. Pour ce faire, on va récupérer les données. Donc à tous les appels onData, on va récupérer une bougie. Donc, data bar self.snp.symbole. Et ensuite, on va envoyer au graphique, qu'il faut bien écrire le nom du graphique qu'on a écrit, donc S&P. On peut par exemple mettre ici chart, ce qui va être un peu plus clair. S&P charts. Vous voyez, si on laisse la souris comme ça, on a plein d'informations en plus. Nous, on a chart, série et barre. Donc on doit mettre chart, série et barre. Du coup, on va appeler la série. Donc la série, on l'avait créée ici et elle portait le nom du S&P. Donc à ce moment-là, on va récupérer le nom du S&P 500, donc le symbole, et on va le coller ici. Et ensuite, on a ajouté avec le nom du graphique, ensuite le nom de la série, et on va finir par ajouter barre. Et barre, ça va être les données qu'on va mettre dedans. Et on va pouvoir relancer. Ok, donc on voit, là c'est bien sélectionné. On descend et on a bien le graphique du S&P 500. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est le mettre juste en dessous la courbe d'equity. Donc ce que je vais faire, je vais le prendre et je vais le mettre ici. Voilà. Et je vais même le mettre précisément avec la même largeur. On va faire comme ça, voilà. Parfait. Et quand on va faire ça, par exemple, on va zoomer sur un moment précis. On va dire de mai à juillet. Quand on va zoomer comme ça va également zoomer la courbe d'equity. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir voir si dans cette période-là, on a gagné de l'argent, on a perdu. Donc super utile. Mais là, on n'a pas d'informations, par exemple, sur les trades. Et ça, c'est quand même problématique. On peut le voir sur la courbe d'equity. Ici, on a perdu de l'argent, par exemple. On ne sait pas si c'est un trade qui a été initié là, ou là, ou là, ou là, peu importe. Donc pour ce faire, on va rajouter ça. Et on va aussi rajouter l'indicateur, donc la moyenne mobile. Ça nous donnera aussi des informations supplémentaires. Pour faire ça, on va du coup ajouter à nouveau des séries. On va ajouter là, premièrement une série pour stocker la moyenne mobile. Donc on va nommer du coup
moyenne mobile. Hop. Donc là, pour le coup, c'est une série type line. Parce que la moyenne mobile, c'est une ligne. Tout simplement. Et on va mettre 0. Ensuite, on va faire donc, une autre série. Donc là, on va mettre du coup série. Et là, ça va être pour les marqueurs. On va ajouter des marqueurs. Il faut un marqueur pour by. Ça va être une série type scatter. Donc scatter, c'est un peu comme un icône. Et il faut absolument mettre de l'art. Alors c'est un paramètre qui est obligatoire. Ça va rien changer. Mais il faut quand même le mettre. On peut le voir ici. Là, je peux pas voir si là ici. Series attend des paramètres bien définis. Vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités de paramétrage. Et ici, on voit bien unit qui est obligatoire si on veut mettre ensuite scatter marqueur symbole. On rajoute une couleur. Donc à l'achat, on va mettre green. Et ensuite, alors scatter marqueur symbole. Scatter marqueur symbole. Et on va mettre point triangle. Moi j'aime bien mettre des triangles. Triangle vers le haut. C'est un triangle basique, quoi. Un triangle basique. Sauf que vous allez voir qu'après, pour les ventes, on va pas faire la même chose. On va faire série. On va faire exactement la même chose. Je crois qu'on va juste copier-coller, ça va être plus rapide. Pour les ventes, sell. Alors là, pour le coup, on n'a pas fait encore de vente. On verra comment faire les ventes après. Là, c'est liquidate. On va dire que c'est une vente. Donc pour les ventes, scatter, on va mettre en rouge. Et ici, on va mettre un triangle, mais pas le même triangle. On va mettre un triangle. Ça doit être triangle down. Donc c'est un triangle inversé. Et ensuite, il faut dans la fonction data, on va créer une condition qui va être la condition si SMA is ready. Donc si elle est OK, s'il y a des choses en gros dedans et que en fait elle peut être initialisée, ça c'est beaucoup lié à la fenêtre qu'on a mis. Là on a mis 20 périodes, donc c'est-à-dire qu'il va falloir 20 périodes pour commencer qu'elle se calcule en gros. Commencer à avoir la moyenne mobile qui peut être affichée. Avant, si on a moins de 20 périodes, c'est pas possible. Donc à ce moment-là, on va pouvoir l'afficher avec self-plot. Sur quel graphique? Sur S&P Charts. Ensuite, nom de la série SMA. Et les données, c'est self.sma. Il faut mettre current quand c'est un indicateur comme ça. Et price. Et à ce moment-là, on va également afficher les marqueurs. Donc les marqueurs, on va les afficher quand? Quand on achète. Donc là, on achète. Quand on va acheter, on va afficher buy. Pour ce faire, on fait pareil, self-plot. Sur quel graphique? S&P Charts. Ensuite, quelle série? La série buy. Et ensuite, buy, on va l'afficher sous le prix. On va appeler, donc on va récupérer le prix du S&P, sauf qu'on va le baisser un petit peu. Pour le baisser, on multiplie par 0, on va dire 0,95. Voilà. Donc en gros, ça va nous donner un prix légèrement inférieur. Et pour les ventes, on va appeler la série vente et on va le mettre un peu au-dessus, 1.05. Là, normalement, c'est bon. On avait bien créé le graphique à la base et avec donc les séries, et ensuite on a affiché au moment opportun pour acheter, pour vendre,
et on a affiché la moyenne mobile. Donc là, normalement, ça doit être bon. Alors, on a bien le graphique, on a bien la moyenne mobile, comme on peut le voir. Ensuite, on a bien les marqueurs, quand on achète et quand on vend. Mais on voit qu'il y a déjà une erreur. On achète alors que la moyenne mobile n'est pas encore là. C'est un problème. Pour ce faire, il suffit d'aller là et de mettre donc que le portefeuille ne doit pas être investi et également que la moyenne mobile doit être OK. Voilà. Parce que j'imagine qu'en fait, au début, la moyenne mobile, quand elle n'est pas chargée, elle est en base, elle est à 0, j'imagine. Donc ça enclenche quand même un trade. On va relancer ça. Vous voyez qu'on peut relancer une autre fenêtre de backtesting en attendant, mais on peut quand même être sur celle-ci. Et du coup, on voit bien un achat ici quand on dépasse la moyenne mobile à la hausse, et la vente quand on repart en dessous de la moyenne mobile. On voit que ça l'a fait plusieurs fois. Donc juste ici, on voit bien que on n'a pas exécuté de trade au début, on a exécuté un trade uniquement quand la moyenne mobile a été chargée. Maintenant, donc on va enlever ça et ça. Alors maintenant, on va juste augmenter un petit peu. Ici, on va mettre un mois supplémentaire. Alors, maintenant, comment ça marche si on veut vendre une position? Parce que là, on a pris un achat. Mais si on veut vendre, comment ça marche? Si on veut vendre, il suffit de faire moins, donc en négatif. Donc du coup, là, c'est plus 33% à l'achat du capital, c'est 33% à la vente. Donc là, ça va vendre et là, ça va du coup liquider les positions donc à la vente à découverte. Là, on utilise set holdings, mais aussi on peut utiliser une autre fonction qui va s'appeler market order. Et market order, lui, il aura un paramètre qui n'est plus un paramètre donc en pourcentage, mais en quantité. Et en vérité, sur les marchés futurs, c'est bien mieux d'utiliser les quantités. Parce que votre broker va attendre que vous achetez soit une quantité, deux quantités de l'actif, trois quantités de l'actif, etc., etc. C'est beaucoup plus naturel. Et donc là, on va pouvoir, par exemple, mettre 10, comme ça. On achète 10 S&P 500, ou alors on vend à découvert 10 S&P 500. Donc là, normalement, on va relancer et on va avoir des ventes. Donc du coup, si le prix passe au-dessus de la moyenne mobile, on va vendre. Et si le prix passe sous la moyenne mobile, on va liquider. Donc là, normalement, vous voyez qu'ici, alors du coup, le problème c'est que les marqueurs, on les a pas modifiés. Et donc là, on a des marqueurs d'achat sur les ventes. Donc on va modifier. On va mettre plutôt le marqueur de vente ici et le marqueur d'achat ici. Voilà. Donc à ce moment, on a bien une vente ici. Donc du coup, à chaque dépassement de la moyenne mobile, on le voit, on a une vente. Et au contraire, quand on repasse en dessous, comme là par exemple, on peut même zoomer, hein. Quand on repasse en dessous, à ce moment-là, on rachète. On peut vérifier ça juste ici dans Order. On voit bien qu'on initie Sell Market Order, moins 10. Ensuite, on rachète 10 quantités. Maintenant, au lieu d'avoir une sortie de position à l'aide d'une condition de moyenne mobile, on veut une condition de prix, donc de stop loss en fait. Pour ce faire, il n'y a pas besoin de condition, donc on va supprimer complètement ça. On va donc accrocher un stop loss à notre ordre. Pour ce faire, sur cet ordre-là, qui est exécuté ici, on va rajouter un paramètre asynchronous. Asynchronous, en gros, ça va enclencher la position directe pour permettre à un autre ordre d'être exécuté. On va mettre true. Et juste en dessous, on va faire self.stop market order, quelque chose comme ça. Voilà. Et on va donc faire sur le S&P, sur l'actif, point symbole. Et cette fois-ci, on va faire 10. Là, pour l'exemple, on va du coup prendre un ordre à l'achat et le stop loss sera un ordre du coup négatif. Vous avez compris.
Et il faut spécifier le prix aussi du stop loss. Et le prix du stop loss, on va le mettre en dessous du prix, donc du prix actuel. Donc on va faire self.snp.price et on va faire moins 1. Donc ça paraît faible, mais on voit que sur le S&P, le prix du S&P, là il est à 538. On peut dire que c'est un peu un ETF hein, qui suit le S&P. Bah on va mettre moins 1, on va pas mettre moins 100 parce que là on va jamais être déclenché. Surtout que comme on l'a vu, là le graphique monte quand même pas mal. Voilà, donc 1 de stop loss et du coup on a ce qu'il faut. Là on peut réécrire plutôt stop loss. Stop loss. Voilà. Et on va changer également le type d'icône. Alors il y a une possibilité d'aller directement chercher, il suffit d'appuyer longtemps sur CTRL. Vous voyez qu'il y a un hyperlien qui se met. Vous cliquez dessus, on peut voir tous les marqueurs possibles. Donc là je vais par exemple modifier, je vais mettre un diamant. Hop. Donc à la place on va mettre un diamant. Voilà. Alors maintenant le problème c'est que on peut pas mettre ça ici. Parce que là sinon quand on va acheter ça va mettre le marqueur du stop loss. En fait nous là c'est plutôt un marqueur d'achat qu'on va mettre. Et c'est uniquement quand le stop est déclenché qu'on va mettre le marqueur du stop loss. Là on va remettre le marqueur de l'achat ici. Donc à 0,95. Et on va ajouter une autre fonction. Donc c'est une fonction qui est fournie par QuantConnect. C'est la fonction onOrderEvent. OnOrderEvent, il va être appelé quand il va y avoir un événement d'ordre. C'est-à-dire quand le stop loss, par exemple, va être touché. Mais également quand on va acheter une position. Peu importe, dès qu'il y a un événement avec un ordre, cette fonction va être appelée. Et à ce moment-là, qu'il faut mettre l'event, donc il faut récupérer avec donc order event l'event. Donc comment on va faire pour savoir que c'est bien un stop loss qui a été déclenché? Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que là on a deux types d'ordre, on a l'achat qu'on va acheter et on a aussi le stop qui va être déclenché. Donc c'est à dire que là on va voir la fonction qui va être appelée pour ces deux ordres là. Donc si on met ça, ça va aussi déclencher mettre le marqueur également à l'achat. Donc en fait on reviendra à la même chose. Pour ce faire on va récupérer de l'information de l'ordre. Donc de l'ordre qui a été enclenché, donc au moment de l'appel de cette fonction. On va prendre de l'information, comment on va utiliser transaction. Hop, on va mettre l'ID, donc de l'ordre de l'event. Order ID. Et du coup, grâce à ça, on va avoir de l'information dans order, notamment le type. Enfin, order type. Et on va dire, tiens, si l'order type est un stop market, ah tiens, ça nous intéresse. Parce qu'on va pouvoir lancer, on va pouvoir afficher le marqueur. Alors là c'est un peu précis, mais vous avez par exemple des choses plus basiques du type si order event.statut, ça c'est très très bien le statut, est égal à order statut.filed. En fait là c'est juste est-ce que l'ordre il est bien exécuté. À ce moment là on peut faire quelque chose. Voilà, on peut faire quelque chose. Alors, je vais mettre quelque chose. Je vais expliquer après. Là, on va pas se disperser. Ne prenez pas ça en compte pour l'instant. Je vous expliquerai juste après. Nous, ce qui nous concerne actuellement, c'est afficher le marqueur du stop loss. Voilà, on a fait order type. Si l'ordre est un ordre stop market, à ce moment-là, ça veut dire que c'est un stop loss si on va afficher le stop loss sur le graphique. On va relancer. Et à ce moment-là,
voyez on a les stop loss qui sont les diamants. Là, on l'a mis au-dessus du prix. Ça va être ça, on a mis au-dessus du prix. Il faut le mettre sur le prix, idéalement. Ça, on a le stop loss directement à l'endroit. On peut également, dans Order, ici, avoir plus de détails sur les prix précis. On voit qu'on a acheté à 538,93 et on s'est fait enclencher le stop loss à 537,16. C'est effectivement à peu près en 1 en dessous. Alors bien sûr, il y a des petites imprécisions avec le spread. QuantConnect prend beaucoup de choses en compte pour avoir le plus de réalisme possible. Donc nickel, ça a bien fonctionné. Et on voit aussi que on a beaucoup plus d'ordres. Pour finir, je vous ai affiché ça. J'ai mis ici s'il y a un ordre, en gros, si le statut de l'ordre, donc de l'ordre de l'event, est bien validé. Alors à ce moment-là, j'ai mis Self Debug Order. Alors Self Debug Order, ça va permettre d'afficher dans une console tout ce qu'on veut, tout simplement, tout ce qu'on veut. Là, par exemple, j'ai mis Order, j'aurais très bien pu mettre autre chose. Par exemple, je vais rajouter du texte et je vais mettre le temps. Donc si je mets time, j'écris et je mets entre crochets comme ça pour rajouter une variable, on va rajouter par exemple le temps. Donc le moment, vous voyez, on fait self, on va questionner l'instance de notre algo et en fait on va demander, on va dire, en gros il est quelle heure actuellement. Quand on rentre du coup dans cette condition, donc quand on rentre dans cet ordre, et on peut lui dire aussi order et mettre exactement comme on l'a fait tout à l'heure order.type, dire le type, quel type d'ordre. Et on peut mettre beaucoup de choses ici, je pourrais en mettre beaucoup plus, ce qui nous donne une information supplémentaire. Là c'est sur un ordre, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Quand je vais relancer, on va descendre tout en bas. Vous voyez que là on a bien le stop loss sur le prix, le marqueur. On va être tout en bas et on va aller juste ici dans log. Vous voyez qu'ici on a bien time, la date du coup qu'on a appelé avec self time, et on a aussi order, le type d'ordre, market on open, stop market, etc. etc. Ça c'est vraiment très pratique. On appelle ça des logs. Je pense que vous avez déjà beaucoup de choses pour faire vos premiers backtests. Tout ce qui va être affichage, notamment les graphiques, les lignes, les marqueurs, etc. On a également fait une petite stratégie avec les moyennes mobiles, mais on a également fait une stratégie avec un stop loss, et on a abordé la fonction onOrderEvent qui est très importante, qui permet de déclencher des choses supplémentaires quand il y a eu un événement d'ordre. Et pour finir, on a aussi abordé les logs. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur mon site web où j'ajoute pas mal de choses, des articles, du code et d'autres contenus. Le lien est en description. N'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un abonnement et un like. Et on se retrouve très vite dans une autre vidéo.